Billie Jean, not my song. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum pour un nouveau moment DeLorean entre nous. Et oui, aujourd'hui, 2023, on fait un retour en arrière. Il y a 40 ans de cela. Comment la boxe se comportait? Où en était ce sport qu'on chérit tant? Je pense qu'il est très très important de faire l'année de la boxe 1983. Pourquoi? Parce que c'est une année à la fois, comme vous avez vu dans le titre, d'une sauvagerie terrifiante, véritablement, et aussi un moment charnière puisque c'est une année, dans ces grandes années qu'on dit les années 80, ces grandes années boxe, oui, mais c'est une année plus subtile, si je puis dire que cela, puisque des stars absolues sont aux abonnés absents. C'est le gars de Sugar Ray Leonard. C'est aussi le cas, même si je parle de mémoire, il a un combat, un seul combat, je crois. C'est aussi le cas de Thomas Hearns qui n'éclate pas dans cette année 1983. Bref, beaucoup de stars absentes et beaucoup de stars qui vont vivre soit des chutes, soit des difficultés, ou alors une véritable renaissance inespérée qui va peut-être sauver le sport, véritablement, puisque ce sport, en 1983, est en grave danger. Très, très grave danger. Mais, encore une fois, la qualité est absolument exceptionnelle quand on prend le temps de s'y attarder. 1983, c'est la boxe qui fait peur, la boxe qui fait rêver. C'est de grands moments pour les fans hardcore de boxe. Allez, c'est parti. Boum, on enchaîne directement. 1983, ça a donné quoi? Let's go! On passe à l'année 83, et alors là, on va être en surkiff. L'année 83, où, je répète, Bob Arum n'y croit pas. Donc, de novembre 82, je pense qu'on va passer à janvier 83. Donc, c'est très court. Hein. Oui. C'est janvier 83. C'est donc, pour du Roberto Duran, c'est quand même très court. Et là, malgré tout, Roberto Duran, là, il revient dans le sérieux. Et va arriver un combat qui va se faire. Pourquoi? Pour une seule chose, c'est la localisation. Parce que Bob Arum, c'est quand même un finot. Il se dit, Duran, je sais vraiment pas comment le travailler, mais je peux le travailler avec le public latino. Et donc, ça va aller c'est pas le forum, mais à la salle de Sports Arena, ouais, à Los Angeles, de Los Angeles, contre Pipino. Regardez. Alors ça, c'est le genre d'affiche. Je suis sûr que Vincent, il adore ce genre d'affiche. T'en mettrais bien une dans ton salon, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais là, là l'amoureux de boxe latino, je pense qu'il est aux anges, ouais. Voilà. Pipino Cuevas contre Duran à Los Angeles. Grosse soirée. Et que ça va être. Et il avait du nez, Bob Arum, parce que c'est sold out. Sold out. Donc, lui, il rentre dans son argent de cette façon-là. Et après, sportivement, il se passe quoi? Il se passe que Cuevas, qui était quand même une terreur, on l'oublie trop souvent parce qu'il s'est mangé un KO atomique qui fait qu'on ne retient que ça de lui. On en a parlé avec mon ami Antoine de 130 livres dans la discussion Hall of Fame, Thomas Hearns. Parce que Thomas Hearns, quand il prend Cuevas, il prend une terreur et il lui met la patate atomique de l'histoire de l'humanité dans la gueule. Cuevas est devenu une spaghetti, hein, tu vois, et quelque part, il lui a pris un peu son âme de boxeur parce que Cuevas n'était plus jamais le même après ça. Et donc, mais c'était sa seule défaite. C'était sa seule défaite, si je me trompe pas. C'était sa première défaite depuis très longtemps. Ouais. Depuis très longtemps. Ouais. Okay. Ouais. Bon, il avait défendu son titre 11 fois en fait en welter, ce qui est beaucoup. Voilà. Qui est beaucoup. Notamment contre Angel Espada, ouais. Les guerres portoricaines, mexicaines, ouais. Voilà. Et donc, Roberto Duran, en fait, c'est quelque part, on peut peut-être dater là une vraie résurrection chez Roberto Duran. Vincent, vas-y. Mais ce qui a changé par rapport à ce qu'on a évoqué, vous l'avez rappelé constamment, Duran, s'aime boire, s'aime la fête. Duran, pour ce combat, il a sans doute compris ce qu'il avait en face. C'est-à-dire qu'en fait,
on avait deux boxeurs qui voulaient se relancer parce que Cuevas sortait aussi d'une défaite au point et les deux étaient un peu au même niveau et avaient besoin de se relancer. Et on savait que ça tapait très fort des deux côtés. Et Duran, ce coup-ci, il l'a dit de lui-même, s'est entraîné. Il s'est vraiment très durement entraîné. Et ça se voit physiquement déjà, il est beaucoup plus affûté. Et enfin, on retrouve le Duran avec ses jambes. Enfin, on retrouve le Duran explosif. Et ça fait toute la différence. Et dès les premiers rounds, dès les premiers coups, dès les premiers impacts, tu sens que ça y est, il y a de l'explosivité dans chaque coup. Et ces deux rounds qui sont très très bons, accrochés, où ça s'envoie des parpaings, et c'est à partir du troisième où vraiment Duran prend l'ascendant, touche durement, et alors dans le quatrième, il va te le cueillir. 2 fois, il l'envoie au tapis, 2 ou 3, je crois que c'est que 2 fois, non? 2, ouais. Je sais plus. 2 fois, et voilà, il le finit au quatrième, en 4 rounds, et personne, au vu des dernières performances de Roberto Duran, tu pouvais pas t'attendre à un tel scénario, à ce qu'il lamine cet adversaire, c'est que d'un coup tu dis ah ben ça y est, on a retrouvé le Duran d'il y a quelques années. C'est comme si d'un coup là sur le ring il nous était apparu quoi. Ouais. Ah c'est de l'ordre du miracle. Hein. C'est dur. Alors Cuevas n'était plus Cuevas, on en convient bien, mais quand même, bon les 2 premiers rounds, c'est de grande qualité et c'est disputé. Il emprunte des belles, Duran. Hein. Et quand tu fais Cuevas la puissance, le ratio de chaos, ce qu'il prend dans la gueule, il bronche pas. Il bronche pas. Mais il y a les deux les 2 rounds suivants. Où t'as l'impression qu'il y a, tu sais, il y a une, c'est plus la même chose. C'est plus le même événement. Il y a les 2 premiers rounds, il y a les 2 rounds suivants où alors là, Duran et ça finit comme ça. Et c'est une résurrection pour Duran. C'est une résurrection pour Duran. Antoine, ce combat-là, tu as une affection particulière? Oui, parce que vous l'avez rappelé, c'est pas le même personnage. Il n'a pas gagné un combat par KO depuis 1980. On est en 83, donc c'est quand même une sacrée parenthèse dans sa carrière de combattant. Et puis c'est Duran, c'est-à-dire que Duran, malgré tout, il n'est pas là pour faire de la dentelle. C'est aussi un type qui a fasciné les foules parce qu'il foutait les gars en l'air. Donc Duran redevient Duran. Voilà. Ça lui suffit pas de faire bonne figure, il faut goûter au sang, quoi. Il faut que la bête, elle dévore son adversaire. Et contre Cuevas, ça se passe comme ça. Cuevas, c'est pas un très bon boxeur en termes techniques, mais il a un énorme crochet gauche. C'est ce qui a fait son fonds de commerce. Il est apparu au haut niveau mondial un peu par inadvertance. On l'a pas vu venir. Il a battu Espada, Vincent l'a rappelé. Et il a inauguré un règne relativement long parce qu'il tuait les gens avec son crochet gauche. Et en effet, lors des 2 premiers rounds, ce qui est assez impressionnant, c'est que Duran, il a bossé et il se déplace bien, il tourne, il donne un jab extrêmement sec, extrêmement appliqué, extrêmement précis. Et petit à petit, il introduit des combos, corps-face. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est 10 fois le boxeur qui était Cuevas. J'ai beaucoup de respect pour Cuevas, mais c'est 10 fois le boxeur qui était Cuevas. Et en effet, la façon dont Duran, à la fois l'envoie au tapis une première fois et ensuite le finit, ça vous rappelle qui est Duran, c'est-à-dire un finisseur d'exception. C'est pas un énorme puncher sur un coup, c'est un gars qui envoie un combo dès qu'il sent que son adversaire affaiblit. Et là, c'est le Duran d'antan, dans une ambiance que vous imaginez. Captain a rappelé que c'était à Los Angeles, donc ça résonne bien. Enfin, il y a une forme d'intensité autour de ça. Super spectacle. Et c'était un duel de losers. Hein. C'était les deux derniers upset of the year selon le magazine The Ring. Donc c'était 2 gars qui vraiment restaient sur des performances piteuses. D'ailleurs, Cuevas n'avait pas boxé depuis plus d'1 an. Il avait perdu contre un nobody, comme l'a rappelé Vincent. Et finalement, dans ce duel qui est vraiment un duel de dernière chance, c'est Duran qui sort victorieux. Et tant mieux pour nous. On est en 83 et donc on est quelques mois seulement après le drame avec Doug Kumin, si je ne me trompe pas, et Doug Kim et Rebou Mancini, qui a vraiment marqué les esprits du monde, tout simplement du monde. Et la boxe ne sait pas comment revenir. Et tout le monde est stressé. Et en plus, hasard, il va rencontrer un autre Coréen, Donald Curry, pour cette ceinture. C'est une ceinture qui est vacante. Pardon. C'est une ceinture qui est vacante. Je vous montre là. Et il est contre Jun-Suk Kwon. Jun-Suk Kwon, excusez-moi si j'arrive mal à le prononcer. Et
Alors, on a le Curry un peu encore très frais, très jeune, tu sais, avec la houppette en arrière et tout ça, très 80s. Moi, ça me fait délirer. J'adore, tu vois, et tout. Dans un combat, encore une fois, finalement assez compliqué. Enfin, compliqué, c'est que il rencontre un dur, un peu foufou, le Coréen. Et on est dans une période où tout le monde est assez inquiet, tout le monde est stressé. Et tu sens que ça a impacté Curry. Moi, je trouve que ça se sent. Curry, c'est pas une prise de titre, moi, je trouve extraordinaire, parce que le Coréen à la boxe est dépassé par Curry, sauf qu'il est il est tout en énergie, tout en folie. Parfois, il n'hésite pas à se mettre dans un coin et à dire vas-y, Curry et tout. Alors, Curry, il va. Curry arrive à le cadrer, à le garder, et là, il va gagner des rounds, il va gagner les échanges, etc. Mais c'est une prise de titre, je te dirais, où finalement, tu es soulagé que tout soit fini. C'est très bizarre, l'ambiance est très bizarre. Dis-moi, Vincent, si tu ressens la même chose sur cette prise de titre WBA. Ouais, ben en fait, c'est forcément, comme tu l'as rappelé, on est peu de temps après Mancini de Kukim, donc un Américain qui boxe un Sud-Coréen, c'est encore dans la tête de tout le monde de se dire est-ce qu'on va pas réassister à ce même scénario. C'est un combat au début, Curry en fait boxe, il fait comme tu dis de la boxe d'école, c'est-à-dire que il va pas faire le geste de trop, il bouge beaucoup, il a compris qu'en face c'était un bagarreur qui a des crochets très larges, Junku Swang, donc il les voit arriver Curry, mais il cherche pas forcément à toujours remettre en contre au début, il reste passif un peu, il remet de temps en temps en contre. Il se fait un peu toucher à un moment donné, donc ça le calme encore plus. Puis petit à petit, il lâche un peu sa boxe, il se met à le contrer. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, c'est dans le 7e ou c'est dans le 7e, voilà. Et dans le 7e, en fait, Curry, et en fait, déjà à partir du 6e, même, il trouve de plus en plus d'ouverture en contre et il commence à accélérer. Et au 7e, il accélère et il les envoie par rafale, par combinaison, mais c'est précis, c'est net. Et on se dit, mais en fait, il est en train de nous faire un récital, Curry, parce qu'il a commencé tranquillement. Et petit à petit, ça s'est lâché. Et la boxe, là, elle est lâchée. Et à un moment, on se dit, dans le 7e, il va le finir parce qu'il prend trop de coups, Junku Swang. Et d'un coup, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une frappe énorme de Wang qui jaillit. Et ben, c'est Curry qui se retrouve sur les fesses. Donc, il se relève, mais d'un coup, ben, ça casse en fait la dynamique qui venait d'entamer. Donc, il reprend un petit peu sa boxe un peu plus très en low boxant, un peu en bougeant beaucoup. Et c'est vrai que, comme tu dis, le Coréen, il n'est pas au niveau, et il est frustré, et il cherche à le provoquer, et Curry reste toujours, il le cadre très bien dans les cordes, il s'emballe pas, mais il y a un moment dans le 6e où effectivement, il accélère, il a dans les cordes, et vraiment, ce qu'il lui met, c'est incroyable, et tu te demandes quand il est debout, le Sud-Coréen, et effectivement... C'était un bœuf, là, le Sud-Coréen. Ah ouais. Tout ce qu'il a mangé, là. Et là, dans le 12e, il passe quasiment tout le round dans les cordes, mais à en prendre vraiment des grosses séries. Et c'est là qu'effectivement, tu repenses à De Kukim, tu te dis, mais oh, est-ce qu'on va pas repartir sur le même scénario tellement il en prend. Et au final, bon, mais ça va à la limite des 15 rounds. Ouais. Donc, victoire sans appel. Curry dira que c'était constant dans son esprit. Hein. Ah ouais, il en a même parlé, tu vois, je savais pas. Ouais, il en a parlé, c'était que cette prise de titre, c'était constant dans leur esprit et que... il laisse sous-entendre que peut-être il avait le pied sur le frein, tu vois. Voilà. Il laisse sous-entendre. Mais c'est vrai que mais même chez les officiels, tu vois que c'est... il y a quelque chose, oui. Ouais. Tout à fait. Et donc, voilà, ça fait sa prise de titre. Alors, c'est toujours aussi un titre, alors comme tu dis, qui, en fait, n'est pas une grande prise de titre. Pourquoi ? Parce que, bon, en soi, voilà, il gagne à la décision, il n'y a pas eu de KO. Bon, il a fait un très beau combat, il n'y a rien à dire, il gagne sans problème. Et puis, il y a le goût amer, c'est-à-dire que c'était la couronne de Léonard. Et Léonard, qui s'est retrouvé un peu exclu de la boxe par rapport à son décollement de la rétine, on se dit quelle légitimité donner à Curry quelque part. Tu vois, c'est un peu le Jimmy Ellis chantant, quoi, c'est ça. Alors, la petite parenthèse française, c'est Lucien Rodriguez qui aura sa chance contre Larry Holmes. Et là, c'est Larry Holmes qui retourne en Pennsylvanie. Alors, la petite anecdote, c'est à Scranton, Pennsylvanie. Moi, ça me fait toujours délirer parce que Scranton, on parlait de série avec Breaking Bad, mais une autre série que j'adore, c'est The Office. Et The Office se passe à Scranton, Pennsylvanie. Donc, ça me fait délirer. Donc, voilà. Bon, tu te souviens de ça, Antoine ? Ouais, c'est...
Ouais, c'est pas si souvent dans l'histoire de la boxe qu'un Français a disputé le titre mondial des lourds. Donc effectivement, rappelons-nous Lucien Rodriguez, même si je te dis pas de bêtises, Captain, tu confirmeras, mais il gagne pas un round sur ce combat. Il a le mérite d'aller au bout. Ouais, il a le mérite. Il joue un combat très défensif en fait. Enfin, il est limite il y croit pas. Enfin, il a pas les cartes. Il a pas les contre Larry Holmes. Il a pas les cartes. Il a pas le physique en plus contre Larry Holmes parce qu'il a le physique parfait pour se manger le jab de Larry Holmes. Enfin bref, ça déroule tranquillement en fait, tu vois. Ça déroule tranquillement. Dans les anecdotes pour finir sur Randall Cobb, parce que le personnage est vachement sympathique. Ouais. Alors, la légende veut qu'il ait dit plein de trucs très marrants le soir de sa défaite contre Holmes. Oui, vous pouvez retrouver ça, tout à fait. Quand il avait la gueule en chou-fleur, l'arbitre lui dit à un moment donné, mais vous êtes sûr que ça va, où est-ce que vous êtes? Enfin, il s'assure au début d'un round, il lui demande si c'est où il est, et le mec répond je suis à Houston, Texas, et je me fais botter le cul par Larry Holmes. Ça, c'est quand même assez mythique. Tout à fait. Comme réplique. Comme grande réplique. Et la légende veut aussi qu'il ait dit un moment de désespoir sur le ring, parce qu'il a bouffé quand même, hein, même s'il a tenu jusqu'au bout et qu'il a mené la vie du Holmes. Il se tourne vers l'arbitre et il dit mais vous êtes blanc, aidez-moi. Parce que Randall Cobb était blanc lui aussi. Alors bon, c'était une blague, c'est pas de très bon goût, mais c'est bon. Évidemment, c'était dit sur un ton léger, en mode il faut qu'on soit deux contre ce mec-là, parce qu'effectivement, ça restait quand même le Larry Holmes des belles années. Voilà, des belles années. Donc, un Français allait visiter Scranton, Pennsylvanie. Ça, c'est le double exploit de Lucien Rodriguez. Voilà, mais quand même. Et d'ailleurs, de toute façon, le fait que Larry Holmes soit un mal-aimé, ce qui fait que quand même cette chance mondiale d'un Français n'a pas été vue à sa juste mesure, en fait. Voilà, parce qu'il a quand même affronté un grand champion. Voilà, puis on est aussi dans... voilà, donc on est dans ce genre de défense de titre. L'histoire de Rosario passe, moi je trouve, dans la grande histoire de boxe. On le dit jamais assez parce que des Américains, des promoteurs, des managers et promoteurs américains vont le prendre sous leur aile et avoir de vraies expectations, de vraies envies pour lui. Qui ça? Eh bien, vous reconnaissez ce jeune Mike, mais à côté, c'est Bill Clayton et surtout Jim Jacobs. Jim Jacobs qui est là. Et Jim Jacobs c'est pas avoir un coup de foudre, mais il va le signer, il va le travailler. Et donc, ce qui fait que dans ces années plus tard, là, surtout de l'année 85, vous aurez des combats, enfin, vous aurez des Fight Night où vous aurez ce jeune Mike Tyson et aussi Edwin Rosario. Et regardez la photo de vestiaire de Mike Tyson et Edwin Rosario, tu vois. Mais là, alors, cette photo-là... Jolie histoire. Jolie histoire, hein, photo... bon, je ne vais pas sortir toutes mes blagues. Mais c'est quand même une photo des deux peut-être plus gros punchers des années 80. Voilà. Ensemble, voilà. C'est ça. Non, mais, en fait, cette aura du puncher va être travaillée notamment par Jim Jacobs. On continue sur ces victoires. Il y a une victoire aussi en 83, un an plus tard, contre José Luis Ramirez. José Luis Ramirez deviendra au fur et à mesure un nom. On vous en parle souvent d'ailleurs, c'est un personnage dont on vous parle souvent dans les discussions Hall of Fame. Mais là encore, il va avoir la décision sur Ramirez, qui était un boxeur qui n'avait pas atteint un niveau de confiance à l'époque, mais qui avait quand même déjà les skills. Donc c'est encore une grande victoire sur Ramirez dans un combat quand même compliqué. Compliqué où Edwin Rosario, on se dit c'est peut-être à la fois les atouts et les problèmes du puncher, c'est que si le mec arrive à résister, il peut aller en eau trouble. Veux-tu rebondir sur spoiler alert, ce premier combat contre Ramirez en 83? Alors, ce premier combat, c'est un très bon combat. Comme tu l'as dit, c'est une décision. Alors, Julio César Chavez a dit pour qu'un Mexicain s'impose à Porto Rico, obtienne un nul à Porto Rico contre un Portoricain, il faut qu'il le mette KO. C'est une façon de dire que les juges à Porto Rico... Bon. Alors là, c'est 3 juges américains, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que Porto Rico est un protectorat américain. Là, c'est 3 juges américains
mais ça pose de problème à personne parce qu'on considère que Porto Rico est un pays à part entière en boxe. Ouais. Et il y a une ambiance qu'on imagine, hein, bien entendu. Et ce Ramirez, alors, on ne le connaît pas encore très bien à l'époque. En revanche, il a quand même fait subir un combat très difficile à Alexis Arguello peu de temps avant. Donc c'est un gars qui a quand même un peu marqué les esprits. C'est une jolie affiche pour le titre vacant, justement, à 135 livres, qui a été abandonné par Arguello. Parce qu'Arguello, il est parti chercher fortune en super léger. On vous l'a raconté dans l'autre discussion qui porte son nom. Et donc, il faut savoir, c'est ça qui est marrant quand même dans ses carrières. José Luis Ramirez, à l'époque, il n'est pas très connu et il a 82 victoires et 4 défaites. C'est ça son palmarès. C'est vraiment un type qui a beaucoup boxé dans sa life. Et on a dans ce combat une version de Rosario qui est le meilleur Rosario possible, pugilistiquement parlant, pendant 7-8 rounds. Après, effectivement, il va ralentir. Peut-être qu'il aimait déjà bien faire la fête. En tout cas, son cardio ne va pas suivre et Ramirez prendra la main sur la fin du combat. Ce qui fait que les Mexicains considéreront que, effectivement, l'impression, c'est que Ramirez méritait peut-être un nul, voire une victoire, ou peu importe. Ouais. Au début du combat, il est magnifique, Rosario. Il est magnifique parce qu'il ne boxe pas, tu vois. Il ne boxe pas comme le type qui veut absolument assommer son adversaire. Il a bien vu que Ramirez, ça boxait, voir que ça a mis Arguello sur les fesses. Donc, il le boxe intelligemment. Il tourne, beaucoup d'esquives du buste. Il est... tu vois le boxeur portoricain qui ajoute toujours de la technique et de la vista à son punch. Et en effet, c'est très très bien fait. Le combat est vraiment intéressant. Ça me choque pas si tu dis qu'il y a 6 rounds partout. Ça va pas me choquer. Je considère que cette victoire, c'est pas du tout le plus gros vol qu'on ait pu voir sur le territoire portoricain de toute façon. On fait Rocky Lockridge contre Wilfredo Gomez, qui est quand même un tout petit peu une arnaque. Là, ça va. C'est pas du tout une honte qu'ils prennent la ceinture sur ce coup-là, Rosario, pas du tout. Et je vous dis, quand tu le regardes boxer, peut-être, alors, sauf les esquives du buste, qu'à mon avis, il faisait plutôt mieux, mais tu as presque l'impression de voir un jeune Shane Mosley, en fait. Il ressemble un peu à Mosley sur ce combat-là, visuellement. C'est un peu... Sauf que Ramirez est un boxeur qui a été, pour moi, un peu à la limite du Hall of Fame. Je ne sais pas s'il était sur la liste, s'il a été éligible. Mais en tout cas, vraiment, en termes d'héritage, on n'est pas très, très loin d'un Rosario, justement. Pas très, très loin. Et sur ce combat, ça se voit, c'est 2 super partenaires de danse. Tu as donné le spoiler, on n'en dit pas plus sur ce qui va se passer ensuite entre les deux. Toujours est-il que ce coup-ci, c'est bien Rosario qui prend la ceinture. Et qui voilà, c'est une prise de titre. Exactement, c'est une prise de titre pour El Chapo. Il a 20 ans. C'est proprement portoricain. Proprement portoricain. La redite portoricaine à 20 ans, t'es déjà un homme à Porto Rico. Terrible Tim Witherspoon, c'est un cas auquel des écrivains de boxe comme Antoine doivent se pencher parce que c'était une terreur. C'était une terreur. Et c'était un mec dont tout le boxing business a toujours fait pour éviter. Combien de poulains, de grands managers ont évité la route de Tim Witherspoon. C'est pour aussi vous remettre aussi en équilibre ce discours sur cette génération qui était une génération pourrie. Non, ça c'est un discours, moi je vais totalement à l'encontre de ce discours. C'était une génération de durs. C'était une génération de heavyweight durs. Et lui, il est le portrait de ça. Et on est en 83. Alors peut-être que Tim est peut-être un peu trop jeune ou trop frais pour l'époque, et que heureusement qu'il n'affronte pas Larry Holmes peut-être 2 ans plus tard. Ça, j'en conviens totalement. Mais regarde, Sport Illustrated, s'il ne se trompe pas, c'est un combat de légende. C'est un 9e round de légende. De légende, c'est un round de légende. De légende absolue. C'est un combat, ils vont au bout d'eux-mêmes. Larry Holmes va au bout de lui-même. C'est un énorme combat poids lourd. Antoine, qu'est-ce que tu peux me dire? Disons que Holmes, à l'époque, est pas vieux pour un poids lourd, mais il commence à avoir un peu de kilométrage. Et peut-être aussi, d'ailleurs, que il commence, à force de démonter des gars
sans avoir à faire trop d'efforts, peut-être aussi qu'il commence à un peu se laisser aller, à être un peu moins vigilant sur la salle, à s'autoriser un peu d'écart. Et il se retrouve contre un très bon athlète, parce que Witherspoon à l'époque était un type extrêmement athlétique, puissant physiquement, rapide, et il a une certaine intelligence pour boxer Holmes, c'est-à-dire qu'il arrive pas mal à parer le jab, il garde beaucoup sa main droite sur l'épaule et il part beaucoup le jab de Holmes comme ça. Il fonctionne intelligemment, c'est-à-dire que entre deux jabs, il arrive à casser la distance, à rentrer et à donner un jab plus rapide que celui de Holmes, donc à le déranger, à le faire reculer, à l'envoyer dans les cordes. Et en effet, c'est un combat. Alors, il y a une carte bizarre, je crois, justement, mais parce que ça, c'est le boxing business. Hein. Il me semble qu'il y a une carte très curieuse qui doit donner 118 à Holmes. Peut-être que je confonds avec un autre combat, mais peu importe. Je crois qu'il gagne par décision partagée, si je te dis pas de sottises. Et en effet, c'est un combat. Bon, c'est pas du tout un scandale que Holmes le gagne, mais Witherspoon, qui était à la fois invaincu et un peu vert, un peu jeune à l'époque, aurait pu gagner. Voilà, c'est le genre de combat où tu es dans du gris. Et Holmes a au moins le mérite d'avoir su, là encore, tenir les 15 rounds de manière disciplinée, trouver des solutions techniques, pas se faire passer du découragement au caisse. Avec un œil. Hein. Et même le deuxième, il commence à se fermer. À se fermer à la fin du combat. Vraiment incroyable. Enfin, c'est un grand combat. Alors, sur ce coup-là, il sort l'excuse de la diarrhée. Sur ce combat, à la fin, c'est pas très élégant, mais on lui tend le micro et il explique qu'il a mangé trop de maïs avant le combat. Voilà. Ouais, non, mais il pouvait avoir un syndrome d'IBS, moi. Mais sauf qu'il. Enfin, c'est un combat. Et il faut être deux, il faut le sortir. Et encore une fois, c'est ce genre de combat dans la carrière de Larry Holmes parce que c'est Larry Holmes, qui sont pas mis dans ce panthéon des combats de légende chez les poids lourds. Tu vois, ce combat-là est très bon. Ouais. Très très bon. Voilà, et on est en 83, donc il émaille, tu sais, par-ci par-là de grands combats. Et donc ça va continuer l'année 83. Il fait 4 défenses de titre en 83, dont ce combat. Qui fait ça aujourd'hui, messieurs dames? Plus personne. Hein, pour vous remettre aussi sur la valeur de la génération. Parce que la boxe de cette époque-là aussi est une boxe beaucoup plus dure. Ils boxent plus. Donc voilà, quand vous devez comparer des générations, il y a ça qui rentre en compte aussi. Hein. Vas-y. Witherspoon sera champion du monde. D'ailleurs, après avoir perdu contre Holmes, il créera, il infligera à l'Angleterre une de ses grandes désillusions pugilistiques en allant battre Frank Bruno à Wembley. Alors qu'évidemment les Anglais croyaient dur comme fer à la victoire de leur gentleman préféré, eh bien Witherspoon ira leur gâcher la fête en battant dans ce lieu mythique leur champion adoré. Ouais, beau combat à voir d'ailleurs, beau combat à voir. Et Witherspoon là, il avait, je pense, l'expérience pour ne pas craquer et faire craquer Frank Bruno. Vraiment, ça se voit. Et là, il faut faire une pause. Absolument nécessaire pour cette soirée du 16 juin 1983. 16 juin, l'anniversaire de Roberto Duran. Parce que, avant d'évoquer le main event, Baby Moore contre Roberto Duran, qui sera aussi dans une ambiance assez proche de ce dont on va parler, il faut parler de la sous-carte et du un des co-main events, le combat qui va être extrêmement important pour ne jamais oublier que la boxe est absolument terrible. C'est Billy Collins contre Louis Resto qui se passe juste avant et qui donne à la soirée l'élément tragique qui manquait. Cette soirée du 16 juin 83 est une soirée hyper importante selon moi pour tout historien de boxe. Louis Resto, en étant entraîné par ce FDP de l'espace qui est Panama Lewis, et je ne dirais pas paix à son âme, va
simplement tricher pour accentuer le mal qu'il va faire à Billy Collins comme on dit, en loadant, il loaded the gloves, justement enlevant le rembourrage des gants et en mettant des bouts. Je sais plus si c'est de plastique avec le resto, mais en tout cas, c'est absolument terrible. Et ce qui va lui donner un avantage dans les impacts absolument terrible. Et Billy Collins, qui est un prospect sur lequel on a des envies, sur lequel on croit, va vivre une terrible soirée. Et c'est pas que Billy Collins qui va vivre une terrible soirée, c'est la famille Collins, puisque le papa de Billy Collins était dans son coin et était aussi son manager. Voilà. Et à la fin du combat, où Billy Collins va être, c'est pas tuméfié, mais on va lui changer son visage. D'ailleurs, les photos d'après-combat sont terribles parce qu'on a véritablement l'impression, en plus des photos en noir et blanc, véritablement l'impression qu'on a des photos de la Première Guerre mondiale. Dès la fin du combat, quand les boxeurs se saluent, l'intelligence du papa Collins est de prendre les gants, les mains de Louis Resto et de toucher, de palper les gloves, justement. Et il va sentir qu'il y a un problème. Il appelle tout de suite le commissionnaire. Il crie même, le commissionnaire. Et de là, justement, on va voir qu'il y a un véritable souci et que Louis Resto et finalement Panama Lewis ont triché et ont mis gravement en danger la santé de Billy Collins. La commission fera son enquête. Il sera évidemment, le combat sera changé en no contest et non pas en défaite, mais le mal est fait. Le mal est fait et Billy Collins a pris, comment dire, les dégâts ont été si importants pour Billy Collins, énorme traumatisme facial, crânien, et répétition de commotion, que Billy Collins ne sera plus jamais le même et sera en véritable perdition et mourra quelques temps plus tard dans un accident de voiture qui, finalement, selon les enquêteurs automobiles, ressemble très certainement à un suicide. C'est absolument terrible. Pendant ce temps, la famille Collins a voulu passer en justice avec tous les protagonistes, promoteurs, commission athlétique, évidemment, resto et tout ça, en justice, et ils seront à chaque fois déboutés. Et on peut être dégoûté de cela. C'est une histoire absolument terrible. Et cette histoire va être absolument un déclencheur d'autant plus fort que nous sommes dans une période de tragédie dans la boxe, puisque quelques mois seulement auparavant, même pas un an auparavant, quelques mois auparavant, l'Amérique a vécu la tragédie Ray Boom Boom Mancini, le chouchou de l'Amérique. Allez voir la discussion Ray Boom Boom Mancini qui existe sur la page, évidemment, pour vous replonger là-dedans. Et contre Ray Boom Boom Mancini, qui malheureusement, contre Duko Kim, le coréen, va tuer son adversaire coréen. Et c'est une tragédie. Souvenez-vous de la couverture de Sport Illustrated. Évidemment, je vous en ai beaucoup parlé. Et on est dans un moment de l'histoire, en 83, où tout le monde se dit interdire la boxe. Est-ce une si mauvaise idée que cela? Et les arguments sont là. Et malheureusement, avec Panama Lewis, qui est à l'origine de cette triche, comme il est à l'origine, évidemment, un an auparavant, de ce sentiment désagréable sur la bouteille de One Eye Mix entre Aaron Pryor, son boxeur, et Arguello. Ça fait beaucoup pour cet homme qui, à l'époque, est considéré comme un bon entraîneur de boxe, mais dont l'histoire ne fera que nous permettre de considérer qu'il a été un immense tricheur, mais on ne triche pas en boxe.
on risque l'assassinat en boxe. C'est pas simple. Et ça, à ne jamais oublier. D'ailleurs, Arguello et Aaron Pryor, on va peut-être en parler aussi dans cette vidéo. Voilà, c'est absolument terrible. Et ce qui fait d'autant plus que cette soirée va être une soirée absolument pivot, selon moi, dans l'histoire de la boxe. Ne jamais oublier ce qui s'est passé pour Billy Collins et Louis Resto qui lui aussi, je crois, est décédé il y a peu de temps, mais qui restera lui aussi un vilain gardement en n'avouant jamais qu'il était au courant de la triche de Panama Lewis. C'est, je crois, pratiquement sur son lit de mort, quoi, vraiment sur ces dernières années qu'il avouera qu'il était bien au courant de la triche avant de monter sur le ring. C'est absolument terrible, c'est absolument dégueulasse. Et c'est ça aussi, la boxe. Et ça arrive dans ce moment-là, et qui fait que on est dans une soirée inoubliable aussi, en ce qui concerne notre morale, en ce qui concerne notre appétit pour la boxe, et donc pour notre appétit pour la sauvagerie. Et la sauvagerie dans cette soirée va continuer fortement avec le GOAT, Roberto Duran. Ce qui va se passer par la suite est incroyable. Et c'est pour moi, on rentre dans un chapitre qui est hallucinant et où Duran a été putain de grand. Pourquoi? Parce que, ok, Duran, il a sa victoire pour Bob Arum, mais Bob Arum reste mitigé sur le cas Duran. Bob Arum, pendant très longtemps, n'aura pas réussi à cerner Duran. Et il reste mitigé. Et la suite de la carrière de Duran, et c'est ce que parfois font les promoteurs, c'est mettre une petite carotte à deux boxeurs différents pour les faire s'affronter en leur faisant miroiter des choses différentes aux deux. Je m'explique. À partir de là, Duran, Bob Arum lui dit écoute, si tu fais ce que je dis, le plan que j'ai pour toi, je finirai par avoir ton combat contre Marvin Hagler. À la suite de Cuevas, Bob Arum dit ça à Duran. D'un autre côté, il y a un athlète, un jeune, qui est en pleine montée, qui est en pleine hype, comme on dit aujourd'hui, qui est aussi avec Top Rank, à qui on dit, écoute, si tu tapes Duran, je te promets le combat contre Hagler. Ce personnage, c'est un personnage aussi oublié de la boxe, il s'appelle Davey Moore. Davey Moore avait la ceinture chez les Super Welter. Il était très athlétique, c'était vraiment un Apollon, boxeur dur, etc. Et donc, on va monter, vous comprenez un peu l'esprit, hein, on va monter les deux l'un contre l'autre en leur faisant miroiter quelque chose d'autre par la suite. Voilà. Bien comprendre que aussi, Duran n'est pas en odeur de sainteté totale chez Top Rank, parce qu'il va accepter une bourse. C'est Duran, c'est Roberto Duran, on est en 83. Il accepte une bourse de $25 000 pour le championnat du monde. Pour une nouvelle chance mondiale, $25 000. Par contre, on va faire ça à New York, dans l'endroit qu'il adore par-dessus tout, le Madison Square Garden. Je vous ai mis l'affiche, messieurs. Davey Moore contre Roberto Duran va arriver le 16 juin 1983. C'est une énorme date de l'histoire de notre sport. Malheureusement, regardez en sous-carte. Ouais, malheureusement. Et oui. C'est aussi la soirée de Billy Collins contre Louis Resto. Hein, c'est aussi là que ça se passe. Mais il y a Davey Moore contre Roberto Duran. Et là, pour moi, c'est tout. Moi, je vais aller dans du lyrisme puissance 1000. On est dans la véritable résurrection. Roberto Duran, d'une sauvagerie ce soir-là. Roberto Duran ne pouvait pas perdre même contre King Kong ce soir-là. Je le pense réellement. Davey Moore était peut-être un boxeur qui n'était pas si affûté que ça. Il lui manquait de l'expérience pour affronter un Roberto Duran. Mais un Roberto Duran qui veut te démonter. Hein. Roberto Duran qui est prêt à mourir.
Roberto Duran est enfin aussi un super welter. Il s'est adapté, normalisé, et le combat va être un combat fou dans une ambiance. Mais c'est dingue, tu vois. Et les images ont pas pris une ride. Moi, je suis en transe hypnotique dès que tu me mets ça. Et le combat va aller. Et franchement, c'est un masterclass de Hands of Stone. Il y a tout. Il y a ces ravages qu'il peut mettre au corps. Il est d'une précision, c'est fou. Mais comment il est tout d'une précision et tout. Et en plus, il y a le shoulder roll. Il y a du shoulder roll de Duran. Là, si vous aimez du Mayweather, eh ben, vous pouvez voir du shoulder roll chez Duran là. Et ça va être une punition qu'il va mettre à ce pauvre Davy Moore, qui avait été dans le trash talk, le pauvre. Qui avait été dans le trash talk. Donc, le Duran, aucune pitié. Et 30 ans plus tard, aucune pitié. Tu vois. Dès le deuxième ou le troisième, Davy Moore dira qu'il a senti le pouce de Duran sur cet œil qui est déjà fermé. Bon, Duran dira qu'il dit des conneries. Voilà. Mais c'est hallucinant, c'est d'une brutalité. C'est un des combats où la brutalité te saute aux yeux. Moi, c'est ce combat-là où la brutalité, elle traverse l'écran. Je veux dire, attention, si vous êtes des petites natures, vous allez souffrir pour Davy Moore. Et puis il y a ce 7e round, où là c'est iconique. Il le terrasse, le Davy Moore. Il aurait dû être arrêté là parce que c'est d'une souffrance pour le pauvre. C'est d'une souffrance. Les gens tout autour du ring crient. Arrêtez-le, arrêtez-le. T'as 200 personnes qui disent arrêtez-le, arrêtez-le. Il va quand même au 8e, envers et contre tout. Et il se fera arrêter. Enfin, devrait-on dire. Et on a enfin, mais cette grande victoire presque auquel on n'osait pas y croire. On n'osait pas y croire. Et Duran est grand. Duran est gigantesque ce soir-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé, messieurs. Qui veut prendre la main? Antoine, ce combat-là, tu t'en penses quoi? C'est un combat, comme tu l'as dit, extrêmement emblématique de la carrière de Duran. Oui, Duran était un méchant. Duran était d'autant plus un méchant sur le ring que il estimait avoir quelque chose à prouver, qu'il estimait qu'on lui avait manqué de respect. Et Davy Moore, c'est un champion du monde, certes, mais c'est un type qui a 12 victoires. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas un type qui traîne un palmarès gigantesque. Alors, il est battu Ayub Kayoulé, qui était un des adversaires de Léonard, donc qui avait une seule défaite en carrière à cette date-là contre Léonard. Bon, c'est un boxeur capable, mais bon, il avait défendu sa ceinture aussi en Afrique du Sud, donc il va chercher la ceinture au Japon contre un Japonais aussi, il faut rappeler. Ouais. C'est une sorte de road warrior, c'est un boxeur du Bronx, donc au Madison Square Garden, il est quelque part chez lui, mais en effet, il a voyagé. Il a voyagé et il aurait dû faire partie aussi, quelque part, c'est un peu un poissard, parce qu'il prend ce Duran-là, et quelques années auparavant, il aurait dû faire partie de l'équipe olympique américaine, et en 1980, il est pénalisé par le boycott, il n'aura pas pu aller défendre ses chances. Comme l'a dit le capitaine, c'est un magnifique athlète, il a un avantage d'allonge qui est net sur Duran, il devrait, en théorie, avoir la caisse pour arriver à lui tourner autour, surtout le format d'un championnat du monde. Sauf que ce soir-là, il tire Duran comme un gros crétin. C'est malheureux. Je veux honorons la mémoire de nos disparus. Il est mort très jeune en plus, ce malheureux. Néanmoins, ce soir-là, il commet une erreur tactique qui lui sera très préjudiciable. C'est-à-dire qu'il va à la guerre contre Duran. Il va à la guerre, il va à la bagarre. Il a cet avantage de taille dont il ne profite pas. Contre ce Duran-là, c'était un suicide qu'il n'a pas compris. Hein. C'est complètement déraisonnable parce que Duran est affûté, lui, comme il ne l'a pas été depuis fort longtemps. Et on lui sert sur un plateau le combat qu'il voulait. Donc effectivement, pendant les premiers rounds, on s'aperçoit que, effectivement, Moore bouge, mais tout de suite il repique, il revient dans l'axe, etc. Et Duran montre qu'il a de meilleurs réflexes, il déclenche avant, il est plus précis. Et puis surtout, il s'aperçoit que 2 rounds, 3 rounds passent, et Moore, quand il le touche, lui fait rien. Objectivement, il ne lui fait rien, ça se voit. Et inversement, lui, quand il touche Moore, il lui fait mal. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment les planètes qui s'alignent pour arriver à un désastre. C'est-à-dire que Duran, ça se voit d'ailleurs,
Roberto, quand il est content, il sourit sur le ring. Hein. Il sourit et très vite, il se met à sourire. Et toi, mon bonhomme, tu vas manger. Et effectivement, il le contre horriblement. Et Moore continue à y aller. Un peu sautement. Ça m'accable de dire ça. Je devrais pas, mais un peu sautement, il y retourne. Et il prend une punition épouvantable. Et Duran envoie des combos. C'est vraiment la fête. Il est comme au tir à pipe. Il l'aligne aussi précisément qu'il le peut. Dans son coin, quand on voit les discussions du coin, sur les images de la retransmission, ben, on voit très bien les mecs qui prennent la confiance, qui sont heureux, qui sont dans la zone, qui kiffent le moment, etc. Et Duran le premier. On est sur le terrain de Moore. Il est favori à 5 contre 2, mais le public est à fond pour Duran. Quand il voit ressusciter la bête, c'est manifeste. Il y a les Latinos de New York qui sont là, mais pas que. Vraiment, la salle est pour lui. Et le pauvre Moore, il subit un moment épouvantable, un peu à cause de sa tactique, mais aussi beaucoup parce qu'il a affaire à un adversaire ressuscité. Le round 7 est terrible, le capitaine l'a rappelé. Il va au tapis sur une droite plongeante après un direct, un truc qui fait vraiment très mal. Et là, je ne comprends pas, à titre personnel, la suite. Pourquoi, alors que Moore est blessé, alors qu'il ne fait pas mal à Duran, ça se voit, il ne lui fait pas mal, il n'a pas le punch pour ça. Pourquoi tu es son coup? Pourquoi tu le renvoies au 8e round? Pourquoi tu le renvoies à l'abattoir? Et l'arbitre, comment se fait-il que l'arbitre accepte 2 minutes de 8e round, 2 minutes entières, et il l'arrête à un moment qui n'est même pas le pire moment du 8e round? Donc, je ne comprends pas la cohérence du truc, en fait. Alors, donc, voilà. Et alors, à la toute fin du combat, il faudra rappeler que c'est l'anniversaire de Duran, c'est ses 32 ans. La foule lui chante joyeux anniversaire. Lui, il pleure, il est heureux. La femme de Moore s'est évanouie à la fin du combat. Enfin, le truc est complètement épique et échappe à tous les scénarios. Objectivement, c'est un combat qui fait plaisir, mais il faut avoir un petit peu d'estomac parce qu'il faut aimer la boxe dans ce qu'elle a d'un peu méchant. Et Duran était méchant. Et ce soir, c'est un petit peu comme son combat contre Buchanan au même endroit quelques années auparavant lorsqu'il prend sa première ceinture. C'est le Duran méchant, quoi. Voilà. Et il faut aimer ça, c'est un style de beauté. Moi, j'aime bien, mais public averti uniquement. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et n'oubliez pas, enfin, tu l'as bien dit, Antoine, c'est l'exemple type. Il y a d'autres combats bien qui sont comme ça d'ailleurs, où un boxeur est dans sa zone, in the zone, comme on pourrait dire maintenant, tu vois. Mais il est complètement dans sa zone, tu vois. Et là, c'est affolant, c'est affolant. C'est une énorme ambiance. N'oubliez pas que pour les New-Yorkais, les légendes qui ont fondé le mythe du Madison Square Garden, Roberto Duran en fait partie. Hein, Roberto Duran, il a, non pas sa statue, mais il a les grandes photos dans les couloirs quand tu es de l'aréna du Madison, tu peux voir des grandes photos de Roberto Duran. C'est ouf. Toi, Vincent, ce grand moment, c'est quoi? Ben c'est incroyable, voilà, vous allez tout dire, c'est de la barbarie, on va dire presque sur le ring, mais c'est tellement fort, c'est tellement beau. Davy Moore, effectivement, il faut rappeler quand même que c'était effectivement vu comme le nouveau phénomène de l'époque. Il était devenu champion très peu de combats, et là il s'est cassé les dents. Antoine a très bien rappelé, bêtise tactique, manque d'expérience. Physiquement un athlète, mais qui aussi, faut le rappeler, a eu beaucoup de mal à passer la pesée. Il a dû se déshydrater à mort, et sur le ring, je pense que ça y a été très préjudiciable, et ça se voit que il est rapidement à court. Alors, il a un petit peu de la chance, entre guillemets. À un moment, je crois qu'entre le 4e et le 5e, Duran lui-même, il baisse un petit peu de rythme parce que Duran s'était senti un peu vaseux, je crois, à un moment du 4e. Et il revient un petit peu Moore dans le combat, c'est pour ça que ça fait un beau combat quand même. Et puis après au 6e, à nouveau, Duran remet la machine en marche. Et mais dès les premiers rounds, tu vois qu'il est marqué. Il est déjà marqué à l'œil dès le premier round, Moore. Et ça va faire que s'accentuer. Tu entends sa femme et je crois sa mère qui effectivement hurle à côté du ring à partir du début du 7e, et tu ne les entends plus. Mais tu vois sur les images, tu vois que tout autour du ring, au bout d'un moment, tout le monde est en train de crier, arrêtez-le. Ouais. Et oui, alors voilà. Pour revenir sur la fin, effectivement, c'est quand même aussi le nom d'un arbitre ce soir. Alors, l'arbitre, il y a le coin, ça on est d'accord. Le coin, je n'aurais jamais dû le renvoyer, mais alors ce gars-là, Ernesto Magana, qui reste dans la légende pour ça, le 8e, t'as l'impression d'être dans un film de Rocky presque. Tu sais, chaque fois qu'il y a des coups, corps d'amour, boum, boum, et tu te dis, mais il va l'arrêter. Et non. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le voit pas bien à la caméra, mais le coin, Moore, jette une éponge par terre.
Et alors ils disent, je sais pas comment il a fait pour pas l'avoir, ou alors il l'a vu, mais il a rien fait. Magana continue, et c'est un mec de top rank qui monte sur le ring pour dire, oh, Ouais. arrête. Et il y a, ouais, je crois que il y a un des mecs du coin du ring qui hurle à côté déjà, juste un peu avant que ça s'arrête. Mais arrête-le. C'est de la folie, ouais. On reproche à des arbitres aujourd'hui d'arrêter trop tôt, mais alors ce gars-là, Ernesto Magana, d'ailleurs, je sais pas si on l'a revu après ça, mais je suis désolé. Non, quoi, mais c'est incroyable. le massacre. Et dans la soirée, la soirée a vécu Collins Resto. Oui, en Juste plus. avant en plus. Ou, enfin, je veux dire. Ah ouais. Effectivement, c'est la sauvagerie. C'est Mais, l'humanité. Tout à fait. Pour en revenir, ben oui, sur Duran, là, effectivement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. L'ambiance est folle. Et c'est assez emblématique. En parlant par d'ambiance, rapport- Vincent, Ouais. parce que qui est le maître de cérémonie de cette soirée-là? C'est peut-être l'une de ses toutes premières soirées en carrière. Sugar et Omar, Non, tu veux dire? Non, au contraire. c'est Michael Buffer Ah, qui c'est est Michael qui Buffer. est le speaker. Ah ouais. c'est le Ah, j'ai speaker. même pas fait attention. C'est Michael Buffer pour peut-être Et- l'une de ses premières soirées. Alors, est-ce qu'il a déjà son fameux Let's Get Ready to Non. Rumble? Pas encore, je crois, ouais. Non. Mais tu vois, j'ai même pas fait attention que c'était lui. Mais il Mais c'est vrai annonce que, écoute, en termes d'annonce à la fin du combat où il marque le coup parce que c'est historique, il y a George Foreman 94, il y a Durant 83 chez Michael Buffer. Ouais. ah oui, non, mais c'est clair. Et c'est en fait, tu vois, par rapport au film qu'on évoquait tout à l'heure, Oui. Captain. Alors Vas-y. bon, désolé, je vais peut-être un poil spoiler Anton s'il l'a pas vu. Ça finit du coup sur ce moment-là. Voilà. Ça Ils prouve choisissent. quand même. Mm. Ils choisissent cette fin, ça prouve à quel point c'est aussi emblématique. C'est un peu comme ils ont fini le film Ali et tous les films d'ailleurs qu'ils ont fait sur Ali au fameux Rumble in the Jungle à Kinshasa. C'est un peu ce même type de résurrection là ce soir. Mais- Alors qu'on va voir, ça continue, c'est pas fini. Voilà, oui, c'est ça. Ils choisissent là, mais c'est vrai que que ça a été dingue. Ça a été dingue. Comment dire, la sortie de ce combat pour les médias, pour le monde de la boxe. Alors, l'instant Sport Illustrated, boum, c'est ça. La semaine suivante, qu'est-ce que quand tu achètes Sport Illustrated, c'est ça, tu vois. Redemption for Roberto. Et enfin, la route n'a pas été simple, hein, mais enfin là, waouh, tu vois. Et c'est 3 ans plus tard, et Rising the Shame, la honte du Nomas, c'est incroyable. Mais je te dirais que la plus grande couverture, elle est là, je l'ai en tout petit, je vais vous le montrer à l'écran, vous allez le voir. Ah, Box ouais. News. Et regardez ce qu'ils disent. The legend lives on. On dit pas le champion, on dit pas la star, on dit la légende. On dit la légende. Voilà, on dit la légende. 25 000 $ il a pris pour ça. Mais il a tout gagné. Il a tout gagné. Il a tout. 25 000 $. Il n'a pas cherché à négocier tout. Il l'a pris. Il l'a pris. Il l'a gagné. Et donc, c'est la rédemption. Et donc, on reparle de Roberto Duran à la dimension qu'il était par le passé, enfin. Je vais vous faire découvrir cette photo d'un Camacho victorieux. C'est une grande victoire de Camacho. Pourquoi? Parce que Camacho, c'est un très très grand poids-plume. Il commence sa carrière en 1981 ou 81. Il commence sa carrière. Camacho, c'est une petite frappe de Spanish Harlem. Donc vraiment, c'est une histoire new-yorkaise. On l'oublie trop souvent. Et c'est un poids-plume gaucher. C'est vraiment son importance, mais extraordinaire, avec une vitesse. J'ai regardé ses premiers combats, où vous pouvez avoir des triples uppercuts en 2 secondes, c'est incroyable. Et donc, il va devenir, mais vraiment très jeune, très vite, il va devenir champion, en plus en faisant des combats à Porto Rico, sa terre d'origine, et contre qui, on va tout de suite y aller, mon cher Antoine, contre Raphaël Limon, Antoine. Et donc Camacho est quand même un des mecs qui a un peu tué une belle génération de boxeurs. Je pense à Chacon et je pense à Limon. Ce combat-là, à Porto Rico, Antoine, je rêvais de t'entendre parler de ça. Vas-y. Effectivement, comme tu l'as dit, Camacho, il a grandi à New York.
Hein, c'est Spanish Harlem, son endroit, ses vraies racines, sa culture, c'est Spanish Harlem. Après, ce combat-là, il le dispute à San Juan. On le voit sur ta photo, hein, il fait jour, c'est dans un stade, et il affronte un Limon qui est un vieux briscard, qui s'est fait connaître après une série de combats assez mythiques contre Bobby Chacon. Oui. L'année d'avant, en 82, le combat de l'année, selon Ring Magazine, c'est sa dernière défaite en 15 rounds très serrés contre Bobby Chacon. Donc c'est un vieux briscard des rings. C'est tout ce que t'aimes bien chez le Mexicain. C'est-à-dire qu'évidemment, il se pose pas de questions, il avance, il tape, gestuelle un petit peu large, gros savoir-faire dans les accrochages. Enfin bon, c'est vraiment une teigne, il faut vraiment s'en défaire, quoi. C'est le genre de gars qui mange tout cru un petit jeune. Et à l'époque, Camacho, il est jeune, justement. Il est jeune, il est déjà beau gosse, il est déjà en short panthère, il a déjà une petite accroche-cœur devant et la queue de rat derrière. On est au top de l'élégance. Et donc, top des 80s. C'est un peu un révélateur, Limon. Évidemment que les organisateurs probablement misent sur Camacho. Ils espèrent quand même qu'il va gagner. Bon, on va le faire boxer chez lui pour qu'il perde. Mais le doute est quand même permis. Et alors, on voit chez ce type, dès le premier round, un truc qu'on voit très rarement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est dans un... Sur les images, c'est très net, on a l'impression que les images de Limon et les images de Camacho sont passées à des vitesses différentes. On a l'impression que c'est un montage un peu chelou. Ouais. C'est-à-dire que vitesse de main, vitesse de pied, on comprend rien à Camacho. Ah ouais. Ça va trop vite. Très vite, il en met une à Limon qui le fait reculer dans le coin. Il est un appât dans la lumière des phares. Et Camacho déroule. Ses pieds sont une merveille. Je parle beaucoup des pieds des boxeurs. Je suis pas fétichiste, hein, les gars, mais c'est très important en boxe. Ses pieds sont aussi rapides que ses mains. Il a une façon de faire in and out, c'est-à-dire de réduire la distance, boum, d'en coller une ou deux et de sortir et retrait, qui est merveilleuse. Et Limon ne comprend rien. Il mange pendant 5 rounds sans comprendre rien à ce qui se passe. Ouais. C'est absolument magnifique. Il va plusieurs fois au tapis, il se relève. Enfin bon, ça finit au 5e round. C'est un véritable récital. C'est une entrée en matière qui est presque aussi impressionnante au niveau mondial que celle d'un Wilfred Benitez quand il bat Antonio Cervantes. Je pense que Benitez est un peu au-dessus parce qu'il est plus jeune et que Cervantes est plus dangereux. Mais ça reste une entrée en matière au niveau mondial qui est considérable. Ouais, considérable. On va aller à la fin de l'été 83, mais bon, on est à Las Vegas, là, pour le gros combat qu'ils méritaient, en fait. Ils ont dû tout donner à Miami pour avoir la monnaie de Las Vegas. C'est ce deuxième combat, regardez l'affiche, au Caesars Palace. Non, mais c'est incroyable, Caesars Palace, dans ses 70-80, Caesars Palace. Et tu te dis, Arguello, je sais pas si je me trompe, mais Arguello, il aura boxé qu'une fois au Caesars Palace. Je crois que tu as raison. Attends. Ah non, ouais, il a un petit combat, je vois, en 80 contre Gerald Days au Caesars Palace de Las Vegas. Ah, si, Arturo Leon aussi, défense de titre. Alors 3 fois. Ouais, c'est pas assez. Mais pour Pryor aussi, ça sera sa grande soirée à Las Vegas. C'est le rematch. Mais comme on vous le disait, il y a quelque chose qui a été cassé chez Alexis. Ce soir de novembre 82 à Miami. Et donc le combat, là je vous ai mis une photo qui me met à son avantage, encore cette fameuse droite que Aaron Pryor fait, mais Aaron Pryor là, il a pas besoin d'être aussi véloce. C'est un combat où tu te dis mince, c'est la première fois que je vois Alexis, à part l'année dernière, avoir autant de difficultés et quelque part, moi, je vois ce combat comme une fin inéluctable qui va arriver au 10e round, si je me trompe pas. Et Aaron Pryor, d'ailleurs, je crois que dans son coin, ça gueule finis-le et tout. Et c'est un énorme finisseur. Et il va le pousser dans les cordes et il va le finir encore. Et là, ce qui est iconique, malheureusement, c'est l'attitude d'Alexis quand il tombe. C'est-à-dire, il est agenouillé, enfin, il n'est pas agenouillé, il est fesses contre le canvas, il a les mains sur ses genoux. Je pense qu'il doit voir son coin là, et donc il est lucide. On voit qu'il est lucide, mais il ne se relève pas. Et ça, c'est un moment iconique aussi. Alexis ne se relève pas, et il en arrête là. Et donc, dans ce duel, Pryor est le grand vainqueur de ce duel, à cause de ce deuxième combat qu'on connaît pas assez, parce que c'est quand même un putain de super combat, classe. Voilà. Vincent.
Alors ouais, il y a aussi quelques données à rappeler qui sont très importantes pour ce Oui, combat. Alors vas-y. déjà, il a eu du mal à obtenir sa revanche. La WBA le classait plus challenger. Arguello, puis au dernier moment, oui, il s'est retrouvé challenger. On est en 83 et la WBC, surfant sur le débat sécuritaire, a commencé dès le début à lancer l'idée de mettre les pesées plutôt la veille des combats parce que on avait constaté officiellement que des boxeurs déshydratés mouraient plus facilement sur le ring. Beaucoup te diront que peut-être la vraie raison c'était le fiasco Spinks Mohamed, la revanche qui devait avoir lieu en 83 annulée, qui serait plus à l'origine de ça. Et c'est une idée lancée par la WBC mais qui va être assez rapidement adaptée par la WBA qui est en jeu pour ce combat. Et j'ai essayé de trouver plus d'infos, de voir si les pesées avaient vraiment été faits 36 heures avant. Je pense qu'au vu du combat, oui, tu le vois, ça se voit, ils sont beaucoup plus gonflés, et Pryor surtout. Et ça se voit dès les premiers échanges, parce qu'Argüello qui n'est pas tombé au premier round, premier échange, premier coup dur, bam, tapis. Et effectivement, il y a le fait, comme tu l'as rappelé, que quelque chose a été cassé quand même chez Alexis l'année d'avant, mais on sent que physiquement, c'est plus que c'est la marche de trop vraiment pour Argüello. Il y a ce moment qui est iconique, qui en fait, je pense quand il fait Argüello et crève-cœur, où Argüello revient pas trop mal dans le combat et il se met à travailler Pryor au corps, et tu sais que t'as Pryor qui le tient et qui sourit un peu devant les caméras, l'air de dire ouais mais il me fait pas mal et tout. Et Argüello dira à la fin du combat, c'est pour ça qu'il rend les armes, quand on lui dit vous vous êtes pas relevé, il dit mais je voyais que je n'arrivais pas à lui faire mal. J'avais beau y mettre toute la puissance, je ne pouvais pas lui faire mal. Et à partir de là, ben oui, Argüello avait pas la solution et c'est pour ça qu'il a rendu les armes. Et c'est vrai que c'était un Argüello déjà brisé. Et je pense que cette histoire de peser la veille qui a permis une meilleure réhydratation n'a pas du tout joué en la faveur non plus d'Argüello. Antoine, ton rapport à ce rematch? C'est un combat. Enfin, j'aime bien le mot inéluctable parce qu'au fond, jamais Argüello peut gagner ce combat-là, jamais. En effet, on a affaire à un combattant, en l'occurrence Pryor, qui est vraiment à son top, et un combattant qui a commencé à glisser. Il est pas vieux, Argüello, à l'époque. Il est pas vieux, mais il est usé, c'est-à-dire qu'il a 30 ans ou à peine plus. Enfin, voilà, il est pas vieux du tout, mais il y a le kilométrage. Et il y a le déluge de coups qu'il a pris lors du premier combat contre Pryor dans une KT qui est quand même pas tout à fait la sienne. Donc bon, tout ça, ça fait beaucoup. Et en effet, il gagne quelques rounds quand même, malgré tout, à la boxe. Mais en effet, il n'y a pas de doute quand on regarde le combat. Il y a une fois, mais je crois que c'est plus sur un déséquilibre où Pryor fait une espèce de pas de danse après avoir pris une droite, un truc un peu bizarre. Mais au fond, on sait très bien ce qui va se passer. Voilà. Et j'ai recherché la photo. Vous parliez du dernier moment où, en effet, c'est très différent de la fin du premier combat. La fin du premier combat, Argüello est vidé. Il est allé au bout de lui-même. Il glisse sur le tapis. Il est mort. Il est fini. Il est encore conscient à la fin alors qu'il est. C'est la troisième fois qu'il va au tapis, mais il est conscient. Simplement, il sait très bien que s'il y retourne, il retournera au tapis. Et donc, il y a ce moment, il y a son hommage à lui, il y a son moment où, ben voilà, il décide qu'il se relèvera pas. C'est une décision qui prend son âme et conscience. Il y a une photo noir et blanc que j'ai recherchée parce que je me repenchais là-dessus en préparant cette émission. Il y a un photographe qui a eu ce moment, qui prend le cliché parfait où le mec, elle regarde dans le vague, il en peut plus, etc., etc. C'est terrible. Je l'ai pas retrouvé, mais ça se voit bien sur le film. Ça se voit bien sur, enfin vraiment le plan large. Quand l'arbitre annonce la fin du combat, on voit très bien la posture dans laquelle est Argüello, c'est assez terrible. Cela dit, bon voilà, vu que c'est un combat qu'il n'aurait pas pu gagner, on va pas non plus se faire des nœuds au cerveau, même si on est fan. Simplement, il a une espèce de lucidité et d'ailleurs, il prendra une première retraite. Bon, tout est dans le premier retraite, mais il décide d'arrêter les frais. Il décide d'arrêter les frais à l'issue de ce combat. On verra que la suite sera un petit peu différente. Ouais. Les boxeurs et l'argent, c'est toujours compliqué, mais le moment est un moment, le moment qu'il faut en gros pour dire j'arrête quoi. C'est vraiment, c'est très beau. Il a bouclé la boucle, il est allé au bout d'une histoire. C'est quand même ça. Mais ce qui est terrible, c'est que les deux prennent la retraite. À Pryor à ce moment-là annonce aussi une retraite. Alors Pryor, c'est aussi parce que c'est compliqué. Ils sont plusieurs dans sa tête quand même. Hein. Enfin bon. Ouais. À noter aussi, donc là pour moi,
l'Alexis dont on parle, Arguello, ça s'arrête là, pour moi. Oui. En termes de la légende sportive qu'on voulait vous évoquer. Ça s'arrête là. Après cette revanche de la Nouvelle-Orléans, Roberto Duran est un homme dont l'image est détruite. On va passer dans un méga fight, parce que maintenant on veut revoir Roberto Duran contre les grandes stars du moment. Top Rank a son combat tout trouvé, il l'avait promis, ils vont le délivrer. Vous savez de quoi je parle. Je vais mettre l'affiche que j'adore, c'est peut-être la plus belle affiche de boxe à mes yeux. Elle est magnifique, on a déjà parlé, Antoine. Dans notre discussion, Marvin Hagler, que vous pouvez retrouver dans la playlist qui est en lien à chaque fois. Ah ouais. Hagler contre Duran au César Palace. On va être en novembre 83. Donc, finalement, moins de 6 mois après la résurrection du Madison Square Garden. Et c'est un méga fight. Je crois, alors je sais plus pour qui, mais c'est 10 millions de dollars la bourse. Je sais plus si c'est pour Hagler ou si c'est pour... alors, j'avais les bourses, je crois que c'était pas tant, Captain, je crois que c'est 5 millions pour Hagler et Duran prend 1,5 million, il me semble. Ah, j'avais d'autres chiffres. Attends, je le vérifie. C'est peut-être moi qui me suis trompé. C'est les chiffres BoxRec, ouais, c'est les chiffres BoxRec. Après, moi, j'avais 10 millions pour un et 6 millions pour l'autre. Je peux me tromper. Ouais, après, est-ce qu'il y avait des parts aussi sur les recettes? C'est garanti. C'était la bourse garantie pour les deux. Par rapport aux recettes, c'est possible qu'ils aient pris beaucoup plus. Hein. Voilà, bref. Des bourses de légende. Là, c'est retour. Et c'est retour pour Roberto des bourses de légende. Parce que tout le chemin qu'on vous a expliqué, c'était pas le cas. Et là, c'est une résurrection aussi financière folle. Et puis, finalement, c'est un combat qui va être ultra attendu. La preuve, le point Sport Illustrated, c'est ça. La semaine avant, les gens sont dingues. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'on va voir. Elle est super. Elle est super. Et puis, il y a, avec les deux personnages en place, il y a une fantasmagorie qui se développe comme rarement. Tu vois, c'est un truc de bonhomme, quoi. Tu vois, c'est presque deux super-héros de la brutalité, quoi. Donc, ouais, c'est de terreur, hein. C'est deux terreurs. Et c'est comme ça qu'on le vend, quoi. Ah ouais. Tu vois, et le combat va être autre, mais c'est certainement le combat qu'on ne prévoyait pas. C'est un autre combat qui se fait, mais je continue à dire, c'est un très, très, très grand combat de boxe. Et c'est une grande performance des deux et de Roberto Duran qui perd finalement de peu. Beaucoup disent que tout se joue sur les 2 derniers rounds. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais je te dirais que on mettait un match nul ce soir-là, y avait-il scandale? Je ne sais plus. Moi, honnêtement, je ne sais plus maintenant. Alors c'est pour ça que je vous demande, les amis. Écoute, alors pour déjà revenir sur le combat lui-même, en fait, ce qu'il faut rappeler, ce qui est assez fou, c'est que le mec vient de faire un exploit et il veut encore renchérir et dire je monte pour tenter de devenir le premier boxeur champion dans 4 catégories. Face à Hagler, qu'on rappelle Hagler poids moyen, qui règne depuis des années, dont la dernière défaite remonte à 76, dont les 8 derniers adversaires ont été KO. Donc quand on parle d'un Roberto Duran qui vient chez les légers face à Hagler, on dit c'est de la folie. Comment vous voulez qu'il puisse encaisser ce monstre physique qui est Hagler? Il pourra jamais tenir ce choc physique, c'est impossible. Et le pire, c'est que Duran va les tenir pendant 15 rounds et ça va être 15 rounds pendant lequel il va y amener le combat dans la gueule. C'est-à-dire que c'est pas, sans vouloir manquer de respect à Mickey Garcia, mais c'est pas Mickey Garcia face à Errol Spence qui vient pour faire ses 12 rounds. Duran, il y va pour chercher la castagne et il les tient. Et le pire, c'est que Hagler. Mais c'est de la castagne de. Vincent, c'est de la castagne de. Enfin, c'est de la grande boxe. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, non, mais tu m'as compris. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà, non, bien sûr. Mais c'est incroyable. Alors, ce qui est fou, voilà, c'est que Duran, alors 2 fois il le fait au 10e et au 15e round, tu sais, qui se tient à la fin droit comme ça, l'air de dire ouais, tu me fais pas mal, tu me fais rien. Il fait qu'il finit, il est pas marqué, alors que c'est Hagler qui est marqué à la fin qui saigne. C'est incroyable comment il va encaisser
absorber la puissance d'Hagler. Pour ma part, quand même, alors pour revenir sur la décision, moi justement, je suis pas d'accord. Je trouve que les juges ont été vraiment très cléments avec Duran parce que pour moi, c'est quand même Hagler prend beaucoup trop d'armes, il envoie beaucoup trop de coups et il récupère tellement de rounds dans le combat. C'est vraiment à partir du 10e où je trouve que ça commence à piquer et que tu vois que Hagler, même lui, et ça c'est fou, c'est Hagler qui recule au 11e, il laisse passer le 11e, Hagler en bougeant pour récupérer. Et il y a un symbole qui est assez marrant et qui te montre ça dans ces dernières années, c'est que ce gars-là, je sais pas si c'est le même gars, mais il avait commencé à apparaître, à se faire entendre contre des mineurs. Tu sais, t'as un mec avec une trompette là qui fait tout, et que t'as tout le monde qui fait olé derrière Duran. Et ce gars-là, tu ne l'entends pas de tout le combat, et à la fin, dans les rounds de championnat, quand Duran commence à vraiment à faire très mal à Hagler et tout, à nouveau tu entends le tout et tous les mecs olé. Et Bob, et après vous en avez parlé, dans les 2 derniers rounds ça va se jouer. Pour moi quand même, honnêtement, en l'ayant vu plusieurs fois ce combat, j'ai toujours du mal avec le fait de savoir que 2 juges avaient vraiment Duran en avance au 13e, parce que pour moi franchement je trouve que Hagler a énormément de rounds d'avance, parce que malgré ce que fait Duran qui est exceptionnel, il y a trop de volume de coups de la part d'Hagler, il y a trop de coups qui passent, de combinaisons qui passent. C'est clairement ça, en schématisant jusqu'au 13e, mais c'est vraiment volume contre précision. C'est vrai, mais et ça dépend sur quel principe tu juges, mais si tu juges aussi à la précision, le ratio lancé coup porté, Duran fait une très grosse prestation. Mais c'est vrai, que c'est 2 logiques qui se. Ah oui. Ce qui est fou quand même aussi, c'est la fin du combat avec qui continue Duran à chambrer. L'interview, alors autant Hagler donne du respect à Duran en disant beaucoup de gens sont surpris que je l'ai pas mis KO, mais c'est Duran, et il dit j'ai rapidement compris que j'aurais du mal à le mettre KO, donc je suis parti sur une autre physionomie de combat. Et Duran, qui lui égal à lui-même, il dit non mais on dit que c'est un destructeur, moi il m'a jamais fait mal, il m'a jamais blessé, il a fui comme un lâche à la fin, non vraiment. Ah, moi c'est Roberto que j'aime. Tu sais, la mauvaise c'est le personnage, voilà. C'est ça, c'est ça. Et toi, Antoine, ce combat de ouf, mais enfin, je sais pas, moi je te dis, on te parle de ça, on te lâche plus, quoi. Hein, c'est un peu un mal aimé. C'est tout pour toi, quoi. Dans les combats entre les Four Kings, c'est un peu un mal aimé ce combat-là. C'est pas celui qui va venir intuitivement en tête. Par rapport à Hagler-Hearns, par rapport au combat entre Léonard et Duran. Enfin, il passe un peu au second plan, et c'est dommage parce que vous l'avez dit tous les deux, c'est un combat pour fans de boxe. C'est un vrai combat pour fans de boxe. À partir du moment où les 2 boxeurs vont pas vraiment réussir à se faire mal, c'est un combat de qui va gagner les rounds, qui va les chercher. Et vous avez résumé le truc, c'est-à-dire que il y a plus d'activité côté Hagler, et il faudra vraiment qu'ils mettent beaucoup de volume dans les 2 derniers rounds pour les prendre, et sans doute plus de précision et de timing côté Duran. Et donc, il y a plusieurs façons de scorer le combat. Moi, je pense qu'un nul, le combat, je le donne à Hagler, mais je le donne à Hagler comme les juges, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, un nul ne m'aurait pas outré, entre guillemets. Ce qui est très impressionnant, en fait, très tôt dans le combat, c'est la manière dont les rôles s'inversent par rapport à ce qu'on avait prévu sur le papier. Tout le monde a dit, lors de la préparation, lors du build-up, tout le monde a dit, en gros, la chance de Duran, c'est de faire du Duran, c'est-à-dire de le prendre de près. Inversement, la chance d'Hagler, qui était un boxeur qui savait très bien se déplacer et boxer à mi-distance et à distance, c'est de garder sa distance de poids moyen. On s'aperçoit, le moment venu, que d'une part, Hagler n'est pas beaucoup plus gros que Duran, vraiment pas. Physiquement, quand vous observez les physionomies des 2 gars, vous vous rendez compte que Hagler n'était pas un très gros poids moyen, contrairement à ce que sera Iron Barclay quelques années plus tard contre Duran. Visuellement, le contraste n'est pas gigantesque entre les 2. Et par ailleurs, les rôles s'inversent parce que, au fond, quand ça reste à mi-distance et à distance, Duran comprend très vite le timing d'Hagler et il contre son jab de gaucher en envoyant sa droite relativement tôt dans le combat. Il le contre extrêmement bien. Et inversement, Hagler, pour marquer des points, est obligé de s'approcher et de distribuer de près dans ce qui est censé être la zone de confort de Duran. Donc le combat se fait à front renversé, c'est assez étonnant. Ouais. Et on voit quand même que Duran, vous l'avez rappelé, hein, alors il souffle un peu vers le 10e, mais au 11e, au 12e, et ensuite dans la deuxième moitié du 13e, c'est lui qui a plus de jus qu'Hagler. Ce qui est quand même assez étonnant vu l'athlète
qui était Hagler. N'oublions pas qu'il est à son apogée à ce moment-là, Marvin. Il est à son pur apogée. Vous l'avez rappelé, il a pris son titre. Il a 6 défenses de titre victorieuses par KO. Le type est personne veut l'affronter. Il faut la folie de Duran pour être le premier, la première star à aller l'affronter. Mais objectivement, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Moi, sur le papier, je me dis que Hagler va en faire du petit bois. Et en fait, Hagler ne lui fait pas mal. C'est d'autant plus étonnant que on verra après Duran contre Ernst, Duran contre Mugabe. On verra un Marvin qui est capable de faire très mal à des boxeurs, costauds physiquement. Mais ce soir-là, ça se joue à l'escrime de poing. C'est très impressionnant, pugilistiquement parlant, et objectivement, c'est un régal. Un combat mal aimé, voilà. Le vrai puriste, il va vous parler de ce combat-là, alors que tout le monde saura le retournement de situation dramatique entre Léonard et Ernst au début. Tout le monde connaîtra le Nomas, tout le monde connaîtra évidemment Hagler-Ernst. Ce combat-là est un combat de fans, de vrais fans, et objectivement, c'est un des combats les plus impressionnants de la carrière de Duran. Pour être clair. Bah oui. Voilà, des belles victoires, il en a plein. Mais pour moi, faire ce combat-là contre le Hagler de 1983, c'est plus impressionnant que de foutre en l'air d'Ave mort. Voilà. Exactement. Et j'ai envie de dire qu'en fait, il perd le combat, mais au final, c'est lui qui en ressort le plus vainqueur. Il a la victoire morale. Il a la victoire morale. Et c'est exactement, Vincent et Antoine, vous touchez exactement à l'esprit de l'époque, à la sortie de ce combat, où en fait, ça n'apporte pas tant que ça à Marvin, tu sais, en termes d'aura et tout, mais ça apporte beaucoup à Duran, puisque Duran était le mec des petites catégories qui vient défier le monstre, et que ça s'est passé comme ça. Ça, c'est la couverture de Sport Illustrated qui fera vraiment un journal complet là-dessus, et la dernière couverture où apparaît Roberto Duran. Voilà, il y aura d'autres articles sur Roberto Duran qui arriveront en 84 et en 89 aussi, et 90. Voilà, et c'est ça. Et en fait, là, c'est tellement une légende que rares sont les légendes où les accumulations de défaites, finalement, ne contribuent pas à la mort symbolique, voire à l'enterrement d'une carrière. C'est pas du tout le cas pour ça, puisque il en ressort véritablement, Duran en ressort véritablement grandi et quelque chose qui va aider avec cette soirée, c'est la staritude 80s de Roberto Duran, puisque vraiment, avec ce qui s'est passé au Madison Square Garden, avec ce qui se passe au Caesars Palace, il assoit aussi son nom comme étant un nom qui est si très présent pour les années 80. Alors que n'oubliez pas que Roberto Duran, c'est les années 70, normalement. Et là, il assoit ça, la carrière va continuer, va prendre encore un chemin, mais ça, ce sera peut-être l'histoire d'une autre discussion, les amis, si ça vous intéresse. Et j'adore l'affiche Holmes contre Frazier fils. Évidemment, Marvin, et non pas Joe. Marvin, et puis c'est au Caesars Palace. Écoute, c'est un succès, puisque c'est un succès pour le Caesars, en tout cas. Mais Marvin, là, il va être renvoyé à l'école, mais d'une façon assez violente. Et voilà quoi. Donc la hype, elle est tuée dans l'œuf par Larry Holmes, qui appréciait pas trop justement que lui, il galère autant, et que des petits jeunes comme ça se la raconte trop. Boum. Voilà. Donc à voir, hein. KO à voir, mais c'est purement de Larry Holmes dans le texte, hein, en termes de boxe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh bah, tu t'as tout dit. Alors c'est effectivement au premier round, le malheureux Marvin Frazier, Marvis, ouais. Alors déjà, il chambre un peu les mains basses, etc., etc. Bon, il fait un peu le beau, il fait un peu le show. Ensuite, il prend un peu l'attitude de son papa en essayant de faire du bob and wave, mais pas aussi bien que son papa. Ouais. Et en fait, il prend une droite hallucinante. Il se fait sécher sur une droite très pure, splendide de Holmes. Il se met debout. Et alors la photo que tu as mise, c'est après qu'il s'est remis debout. Le malheureux, il aurait dû rester par terre parce qu'il a mangé très très gras jusqu'à ce que ça finisse. KO premier round. Ouch. Ça a dû faire mal au papa. Oh oui, ça a dû faire mal. Et puis voilà, donc Marvin, qu'on reverra
quelques années plus tard, je crois 2 ans plus tard, vivre encore pire affront contre le Dynamite Kid. Hein. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, c'était l'année de la boxe 1983, qui reste une année, et c'est formidable qu'on soit 40 ans plus tard, puisqu'on peut s'y attarder, une année qui, dans ces années absolument magiques de boxe, est une année beaucoup plus inconnue, ou qui possède une part d'ombre encore plus grande, mais avec absolument des légendes. On n'a pas eu besoin des superstars pour quand même avoir la vivacité des légendes pour faire vivre cette année boxe. Voilà. Tous les combats qu'on vous a évoqués dans cette vidéo sont évidemment des combats qui comportent au minimum une légende, voire 2. Ça veut vous dire aussi beaucoup de la qualité intrinsèque de ce sport dans ces années-là, véritablement, et qui n'a, pendant longtemps, qui n'a pas été vu à sa juste mesure. Je pense notamment à Larry Holmes, évidemment. C'est magnifique, que ça soit en culture, en musique, en boxe. Cette année était une année à la fois folle et une année, je te dirais, adulte, une année assassine qui nous engage à ne pas être dupe sur ce qu'on regarde et ce qu'on aime. L'année boxe 83, c'est les sommets, mais pour atteindre les sommets, généralement, il faut atteindre aussi des sommets de cruauté. Voilà, tout est dit. J'espère que vous avez kiffé. Restez branchés sur la chaîne. On fait bientôt d'autres années de la boxe. C'est essentiel pour notre culture. Évidemment, on les fait revivre. Et tu n'oublies pas, c'est moi qui oublie toujours de dire, tu t'abonnes, tu likes, tu partages et surtout tu commentes parce que je vous lis avec grand plaisir. Ciao, porte-toi bien et Billie Jean, not my song. Ciao.